ça arrive trop tard, quoi. Hein. Et, plusieurs années trop tard. Ouais, bah oui, c'est clair. Si vous aviez équipé correctement la salle. Commencez pas. Hein. Comme on sait jamais jusqu'où ça va aller, il faudrait prévoir que la nurserie, dès la base, la nurserie, on n'est qu'à changer de fil. Ça a besoin de ça, moi. Je vous remercie. Alors bonjour et bienvenue à cette conférence dédiée au programme de modernisation du centre hospitalier de Saint-Denis. Depuis plusieurs années, l'établissement s'est engagé dans un vaste projet de modernisation, un projet rendu nécessaire entre autres par les nouvelles normes en vigueur. Il s'agissait d'une opération de longue haleine, très complexe, avec de multiples aspects. Il était notamment question de construction et de restructuration. Alors le premier besoin identifié a été de remplacer la maternité en améliorant sa capacité de fonctionnement, en la mettant aux normes, notamment en la reliant à un nouveau bloc opératoire. D'autres objectifs s'y sont greffés au fil du temps, comme la centralisation de l'accueil. Alors pour en parler, nous accueillons ce matin Nicolas Druard, directeur des travaux, des services techniques et de la sécurité du centre hospitalier de Saint-Denis. Bonjour Monsieur Druard. Bonjour. Nous accueillons également Thierry Beaufort, architecte, et Francesco Ballarin, architecte et directeur de chantier pour l'agence R2B. Alors on va commencer avec le représentant du centre hospitalier de Saint-Denis, Monsieur Druard. Alors dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter votre établissement ? Donc le centre hospitalier de Saint-Denis, c'est 740 lits répartis sur deux établissements. Donc la maison de retraite fait à peu près 300 lits et l'hôpital un peu plus de 400. On a une maternité donc de niveau 3 toute neuve avec 73 lits d'obstétrique. 7 salles de naissance et le reste du plateau technique nécessaire pour faire fonctionner tout ça. On a 8 blocs opératoires. On a donc un hôpital général qui était dans son jus des années 70 et qu'on a remis, au moins pour la partie obstétrique, au goût du jour des années 2010. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le projet de restructuration du centre hospitalier de Saint-Denis ? Quels étaient les enjeux autour de ce projet ? Alors, les bâtiments initiaux, la maternité était grosso modo à 300-400 mètres de couloir du bloc opératoire. Le premier objectif est donc de rapprocher la maternité du bloc et, si possible, de la rendre immédiatement à l'immédiate proximité. Donc le bloc opératoire lui aussi était très vétuste, a été déplacé et mis plus au centre de notre parcelle et adossé à la nouvelle maternité. Donc on a l'objectif architectural, c'est de se retrouver avec un centre extrêmement compact pour ces activités d'urgence, opératoire et obstétrique. L'urgence est juste en dessous du bloc, pour le rappel. Vous pouvez nous présenter un petit peu, d'une façon générale, le calendrier, les différentes étapes qu'il y a eu dans ce projet ? C'était votre prédécesseur qui avait lancé l'opération, je crois. Oui, donc je vais on va se tourner vers l'architecte. m'appuyer sur les connaissances de mon voisin. Thierry Beaufort, comment définiriez-vous le projet de modernisation du centre hospitalier de Saint-Denis et notamment quelles étaient les grandes lignes architecturales du projet ? Alors définir le projet, je pense que c'est déjà le resituer dans son historique et dans son historique et dans sa géographie. Donc je vais peut-être passer plutôt avec des images. Donc c'est un site qui se trouve à la limite de l'autoroute A1, qui est extrêmement bien desservie par cette autoroute. En revanche, il est desservi par la nationale 1 et il est très difficilement accessible. Donc c'est un hôpital qui a un rayonnement plutôt distant et qui a des problèmes de communication sur place. Il faut dire que c'est un univers pavillonnaire, donc il se retrouve dans un poste de pavillonnaire et il a été fondé dans les années 50. Il a démarré par la maternité qu'on voit encore sa trace ici en rose. Cette maternité était seule sur l'ensemble du terrain.
Et progressivement, les choses se sont développées avec ce qu'on voit sur la partie droite, ce qu'on appelle le BMC, médico-chirurgical, donc une très grande barre construite dans les années 70 avec son socle, un grand socle de consultation au rez-de-chaussée et au sous-sol tout ce qui est technique et logistique. Par la suite, la maternité s'est trouvée sans doute, comme elle était construite dans les années 50, elle avait besoin d'un petit plateau technique qu'ils ont adapté ici, qu'on appelait les oreilles de Mickey parce qu'il y avait des salles de naissance circulaires. Et puis, lors de la Coupe du Monde qui s'est passée à Saint-Denis, en 99, Coupe du Monde de foot. 98. 98, je suis nul en foot. Un gros service d'urgence a été créé, donc en fait en tampon, en partie centrale, donc en rez-de-chaussée sur sous-sol, et ce bâtiment était destiné à recevoir une extension hospitalière au-dessus de 4 niveaux. Au cours des années, donc les projets médicaux et hospitaliers ont évolué, et surtout aussi les normes, il faut dire. La maternité étant quand même une des maternités les plus importantes en France. Lors de sa fermeture, d'ailleurs, l'hôpital a fait une exposition très sympathique où on a appris que 100 000 personnes étaient nées dans ce petit bâtiment, ce qui est quand même assez important. Et comme le disait M. Druard, les conditions techniques et de sécurité n'étaient pas du tout au point. Donc il s'est agi de rapidement, je dirais, faire un projet d'une nouvelle maternité qui soit de niveau 3, c'est-à-dire contigu au bloc opératoire. Les blocs opératoires étant eux-mêmes vétustes, puisqu'ils étaient dans la partie qu'on voit ici en jaune, ont été intégrés au projet. Donc le projet, c'était essentiellement un ensemble de périnatalité et son bloc opératoire qui lui-même dessert le bâtiment médico-chirurgical. Voilà, donc quand nous avons fait ce concours, ça fait déjà pas mal d'années, parce que c'est un projet très compliqué, avec un phasage complexe. Je vais passer un petit peu à la description de ce qui était demandé. Voilà, Et bien dans le micro. Hein, oui, pardon. Donc, en partant de la gauche, on voit donc le grand bâtiment des années 70, son socle, et puis en partie centrale, les urgences dont on parlait tout à l'heure, le bloc opératoire à construire au-dessus, donc en continuité avec le bloc obstétrical, la néonatologie, et au-dessus, l'hospitalisation, en dessous, les consultations accessibles du rez-de-chaussée. Ce qu'il faut noter, c'est que l'ensemble du projet, du coup, a été remis à niveau, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, je vous montre un petit peu une image du site plus visuelle. Donc, on voit ici la grande barre, le socle, qui finalement n'ont pas fait partie du projet, malgré les intentions initiales. Donc, on s'est contenté de construire en surélévation du bâtiment central. Donc, le bloc opératoire, un service d'hospitalisation de jour de chirurgie, et puis toute la maternité. Le problème, c'était de construire tout ça sur un bâtiment d'urgence qui marchait, qui ne s'est jamais arrêté, et en contiguïté avec la maternité existante. Donc en fait, notre projet a proposé dès le départ une espèce de radicalité fonctionnelle, de faire toute la maternité sans autre phasage avec le bloc opératoire, et de toucher la maternité existante, puis de se décaler de 2-3 mètres. Voilà. Donc c'est un projet qui finalement a bien été perçu par sa rationalité. Voilà, donc en fait, globalement, pour présenter les choses, nous avons eu la partie phase 2, donc ce qu'on appelle phase 2. Alors il faut dire, la phase 1, c'était tout ce qui était démolition pour libérer le terrain. Phase 2, la construction de la maternité en bas, avec son bloc-op. Et phase 3, donc un nouvel accueil général, recentralisé, qui soit à équidistance un petit peu du bâtiment médico-chirurgical, de la maternité,
et qui permettent en même temps de remédier à un problème fonctionnel très important que nous avions détecté, qui était le fait que les urgences donnaient sur une circulation publique, ce qui donnait des invasions impromptues du service et un mélange médical et visiteur ou externe. Voilà, donc en gros, je vais passer sur le plan, voilà. On voit qu'on a créé un ensemble de circulation générale qui nous amène du bâtiment BMC, qui était en fait l'ancien accueil principal, mais très distant du reste des bâtiments. Donc on a situé un nouvel accueil et puis des circulations générales qui traversent différents espaces et qui permettent de contourner, donc c'est des circulations générales pour tout le monde, et d'amener vers les consultations de maternité, de relier vers l'extérieur l'entrée des urgences existantes, de faire une entrée des urgences obstétricales, refaire tout un ensemble d'admissions, et puis sous le bâtiment existant, là, récupérer les anciennes cafettes, des petits services comme ça, la casquette, reconstruire ce qui est cafette, des bureaux qui servent ensemble. Voilà. Donc je reviens au sous-sol simplement pour dire que tout est connecté de plein pied. Oui, le flux logistique passe par le sous-sol. C'est-à-dire qu'en fait, il permet d'irriguer ponctuellement chaque grand service, que ce soit ce qui est maternité, bloc-op. Donc, le nouveau bloc opératoire, le bloc obstétrical, les salles de pré-accouchement, tout cet ensemble est contigu, et y compris ce qui concerne les soins continus et la réanimation des nouveau-nés, donc qui est ce grand ensemble ici. Donc chacun a des accès médicaux, soit en partie centrale, soit par ses ascenseurs, et nous avons créé aussi un accès public qui permet aux familles de venir soit dans le service de réanimation, soit dans le service de maternité. Voilà. Sur l'arrière du bloc-op a été créé le service de chirurgie de jour, ambulatoire. Et de la même façon, elle est connectée au public d'un côté et au médical de l'autre. Voilà, donc on a une circulation médicale centrale et puis deux circulations publiques de part et d'autre. L'étage supérieur donc, est dédié à trois fonctions. Une énorme fonction technique qui est très importante puisque l'ensemble de la réanimation, des salles d'accouchement et surtout bien sûr des blocs opératoires demande une technique très importante et qui prend beaucoup de surface. Donc nous avons situé en partie centrale quelques bureaux et puis l'unité de gynécologie, et sur l'autre partie, toute l'administration qui a été déménagée de l'ancien BMC qui était situé au-dessus de 28 mètres et qui a permis de le déclasser, ce n'est plus un IGH. Et enfin, dernier niveau de la maternité, les deux unités qui sont desservies du même côté par les circulations publiques et en partie centrale par les parties de logistique. Et ici, ce qui les amène vers le bloc. Voilà pour cette présentation générale. Je pense que ce qui est important de noter, c'est que toute l'emprise de l'ancienne maternité a été utilisée pour les accès et pour faire un poumon central de verdure qui permet de respirer un petit peu mieux et en même temps d'avoir une situation un petit peu plus urbaine sur l'arrière. Voilà. Alors on va peut-être passer le micro à Monsieur Ballarin pour évoquer le chantier qui a été réalisé en site occupé avec un façade, vous avez compris, complexe, à proximité immédiate de services en fonctionnement. Alors Monsieur Ballarin, comment avez-vous préparé ce chantier aussi complexe et quelle est la clé de la réussite d'une telle opération? Alors, il faut une bonne... Et bien près du micro, s'il vous plaît. Oui. Alors, il faut, en dehors,
d'une préparation qui serait générale ou commune à n'importe quel chantier, donc tout ce qui peut être concerné des préparations des études de chantier, programmer correctement l'émission des plans, tout ce qui va être de la synthèse. Il y a une approche particulière du fait qu'on est en site occupé avec le phasage complexe, c'est d'identifier en amont toutes les contraintes particulières qui vont avoir un impact avec le fonctionnement de l'existant. Donc, et bien faire comprendre cet enjeu-là avec tous les acteurs du chantier, les entreprises et la maîtrise d'ouvrage, en particulier avec les services techniques qui sont nos référents auprès de tous les services, et de sorte que le respect d'une qualité de prestation, le respect des délais et des coûts puisse se faire conjointement en limitant les nuisances générées par ce chantier. Un peu plus près du micro, on ne vous entend pas, monsieur Ballard. D'accord. Donc les points qui avaient été identifiés, par exemple, sont des réseaux propres au fonctionnement de l'existant, qui ont besoin d'être isolés et dont on ne va pas se servir pour le chantier et qui ont besoin d'être dévoyés de manière définitive ou temporaire. Également le passage des réseaux propres au chantier, mais qui vont devoir transiter par l'existant. Il y a une problématique propre au fait de surélever sur un étage, de faire une surélévation, et nous avions 3500 m² de surélévation, tout en évitant le risque majeur qui est que les étages en dessous se fassent inonder. Donc cette gestion a été faite, je dirais, correctement. Je veux dire, très honnêtement, on ne peut pas échapper au fait d'avoir quand même quelques soucis de chantier, des infiltrations, mais des procédures ont été mises en place entre les personnels de chantier des entreprises et les services, de façon à détecter à ce que dès les premiers déclenchements de problèmes, d'infiltration, on puisse intervenir le plus rapidement possible. Il y a également la protection des existants, puisque, comme on montrait sur le plan, le phasage impliquait de construire la nouvelle maternité juste à côté de l'ancienne maternité. Donc une partie du bâtiment était accolée sur 10 mètres. Ensuite, la façade neuve s'écartait d'environ 3 mètres, mais sur une distance d'environ 40 mètres, nous bâtissons effectivement à 3 mètres de l'ancien. Le dispositif de protection de l'existant, il y avait certaines mesures qui étaient prévues au marché, mais qui ont été optimisées par l'entreprise et validées par les services. Et on a procédé à un bâchage sur plus de 1000 m² de la façade existante, et ce bâchage était ventilé, parce qu'évidemment, un bâchage a le problème des avantages de générer un petit effet de serre, sachant qu'en plus la maternité datait des années 50 et ils étaient encore avec du simple vitrage. Et donc c'est éviter ces contraintes-là. Toutes ces interventions, donc il y a également un autre aspect qui concerne la sécurité, puisque il y a des issues de secours de l'existant qui donnaient sur des zones qui n'étaient pas affectées, qui étaient extérieures et dont le chantier s'appropriait. Donc il fallait également là définir des protocoles entre le chantier et les services de sécurité de l'hôpital, afin qu'en cas de sinistre de l'intérieur de l'existant, on puisse avertir le chantier et qu'ils arrêtent leur activité et qu'ils évacuent les zones qui étaient définies comme des axes d'issue de secours pour l'établissement existant. Toute cette gestion-là s'est faite par un échange. D'un point de vue administratif, c'est suivi par un document que d'autres cabinets utilisent bien sûr. C'est ce que l'on appelle communément une fiche d'intervention ou un avis de travaux.
qui permet de définir une tâche spécifique qui va impacter sur le fonctionnement de l'établissement, soit au niveau fonctionnel, puisqu'on a besoin d'occuper un espace, ou par des nuisances sonores. Donc en particulier, enfin, le chantier génère toujours un certain bruit, mais certaines activités allaient générer beaucoup plus de désagréments, et on était d'un commun accord que toutes ces interventions particulièrement sonores devaient être annoncées de manière à se caler avec l'activité de l'hôpital. Donc ces fiches étaient gérées juste pour donner une idée de l'étendue de cette action. Tout lot confondu, on a fini ce chantier à plus de 200 fiches d'intervention. Donc chaque fiche est une intervention particulière qui a nécessité une coordination, un travail proche entre maîtrise d'œuvre, les entreprises, l'OPC, le SPS et bien sûr les services techniques et les services de sécurité de l'hôpital. Voilà. Merci Monsieur Ballarin. Alors juste brièvement pour conclure, il nous reste quelques minutes seulement. Monsieur Beaufort, quelle est votre vision de l'hôpital de demain? Merci. Alors ma vision, elle est très personnelle, elle ne suit pas forcément la tendance qu'on suit depuis quelques années, qui est que le fait d'accueillir passe derrière les financements qui sont de plus en plus contrôlé en tout cas, ce qui est dans un sens normal, mais ce que je souhaite, c'est que moi personnellement, l'hôpital de demain, il reste fidèle à ses valeurs, à ce qu'il a créé, c'est-à-dire vraiment être un lieu d'accueil évidemment de soins, de recherche, rien, mais la valeur de base, c'est quand même l'accueil. Peut-être je passe le flambeau à notre hospitalier. Monsieur Druard, qui représente le centre hospitalier de Saint-Denis, sur votre vision de l'hôpital de demain? Alors, j'aimerais beaucoup que l'hôpital de demain soit cette vision-là, très humaine, qu'on ait les personnels nécessaires pour le faire, des locaux accueillants. Je pense que c'est cette vision... Ce que j'en vois prospectivement parlant, je pense que progressivement ça va se déshumaniser, les locaux vont devenir de plus en plus exigus et on va chercher l'efficacité, l'efficience partout et ça va pas aller vers le confort, je pense pas. Non. Enfin, je suis assez pessimiste moi sur l'hôpital de demain. Enfin, je pense que ça va pas être nécessairement le lieu le plus accueillant du monde. Vous voulez rebondir, Monsieur Beaufort? Oui, on mettra quand même toute son énergie pour que ça soit pas le désastre, mais que ces valeurs-là s'appliquent quelles que soient les conditions. Je pense que c'est possible de toute façon. Merci beaucoup en tout cas messieurs pour votre intervention. Nous vous invitons à retrouver l'agence R2B sur l'espace qui leur est réservé pour continuer pourquoi pas ce débat autour de l'hôpital de demain. On vous remercie encore pour votre présence. Et d'une coupe de champagne. Voilà, l'invitation est prise. Merci beaucoup Monsieur Beaufort. Merci en tout cas à tous les intervenants pour ces 3 jours sur le village des architectes. Nous remercions tous les architectes présents sur ce village. Et je tiens à remercier également David Antibi, directeur de publication de la revue Architecture Hospitalière, sans qui ce village n'aurait eu aucune existence. Merci beaucoup et à bientôt.